Bonjour à tous, correction des exercices du chapitre immunité innée. Tout d'abord, le QCM, page 389. Donc, première question, on vous demande la phagocytose est un mécanisme permettant l'élimination des pathogènes. Donc, pathogènes, c'est les micro-organismes et autres agents qui entraînent une maladie. Pathos, maladie, élément, voilà. L'élimination des pathogènes, oui. La sortie des vaisseaux sanguins, non. La phagocytose, vous savez, c'est quand le macrophage avale le pathogène pour le digérer. La présentation des antigènes, alors le problème, c'est que c'est presque vrai. Encore une fois, ces QCM nous permettent de réfléchir, parce que la phagocytose par les cellules dendritiques permet la présentation d'un antigène au cœur du CMH pour activer les lymphocytes T. Donc là, ce serait accepté. L'élimination des cellules cancéreuses, on peut dire indirectement. Donc cette première question est très critiquable, hein, mais l'intérêt nous fait réfléchir. Petit 2, les médiateurs de l'inflammation sont les organites. Non, les organites, c'est dans les cellules, mitochondries, etc. Les médiateurs d'inflammation, non, c'est des éléments chimiques, donc c'est pas des cellules. Libérés par les globules rouges, non, mais libérés par les globules blancs, oui. Donc entre autres les interleukines. Les symptômes de la réaction inflammatoire sont la douleur et le saignement, non. La douleur, la rougeur, la chaleur, le gonflement, oui. Le saignement, la fraîcheur, le blanchiment, non. La vasodilatation favorise le recrutement des globules rouges, ça ne veut rien dire. Favorise le recrutement des globules blancs, oui, dans le sens où il y a production d'interleukines et de facteurs attirant les globules blancs. La vasodilatation accélère localement la vitesse du sang, non. La vasodilatation déclenche la rougeur, oui, puisqu'il y a plus de sang localement. La douleur, non, c'est les prostaglandines. La cicatrisation, non plus. La coagulation, encore moins. La coagulation, c'est les plaquettes. Les cellules sentinelles, alors pour nous, c'est les cellules dendritiques, sont activées par des anticorps. Non, pas du tout. Sont activées par des signaux nerveux, non plus. Sont activées par des antigènes, oui, effectivement, puisque elles vont pouvoir phagocyter le pathogène grâce aux fragments qu'il exprime en surface, avec la reconnaissance PAMP-PRR, et sont activées par des hormones, non. Enfin, les cellules sentinelles, donc les cellules dendritiques, permettent de reconnaître uniquement des virus, non, puisqu'ils reconnaissent plein de pathogènes différents. De reconnaître un virus en particulier, non plus. De reconnaître des bactéries, oui, bon, pas seulement, mais elles reconnaissent des bactéries. De reconnaître une espèce de bactérie en particulier, non. Donc, de toutes ces réponses, reconnaissent des bactéries, mais il faudrait compléter en disant et d'autres pathogènes. Donc il s'agit maintenant de l'exercice 1, page 390. La première question, décrire les caractéristiques de la réaction inflammatoire au niveau de la plaie. Donc on retrouve ce qu'on a dit en cours, à savoir que la peau est effectivement une barrière de l'anti-immunité efficace contre l'entrée des pathogènes, mais qu'au niveau de la plaie, on va remarquer une rougeur, une chaleur, un gonflement et également une douleur. Donc ici, c'est rougeur et gonflement. On peut rajouter aussi qu'on a souvent une émission de pus, qui est en fait le plasma du sang chargé de macrophages, de cellules de l'immunité, qui sont venus sur place pour phagocyter le pathogène. Ensuite, expliquer les mécanismes de défense mis en place au niveau du prélèvement, à savoir le document petit b. Donc on voit très bien des bactéries avec des globules blancs qualifiés de neutrophiles. Bon, ça c'est une histoire de coloration, ça nous intéresse moyennement. Par contre, on reconnaît bien d'après notre TP cellule du sang, qu'on fera j'espère un jour, qu'il s'agit d'un granulocyte polynucléaire, autrement dit, d'une cellule capable de phagocytose. Donc c'est la phagocytose qui se met en place immédiatement pour détruire le pathogène au niveau de la plaie. Enfin, expliquer comment les cellules sanguines présentes en grand nombre au niveau de la blessure ont été recrutées.
Alors, on se rappelle qu'au niveau de la blessure, il n'y a pas que les macrophages, il y a aussi les mastocytes qui vont sécréter des facteurs d'inflammation et aussi des molécules attractives pour l'ensemble des cellules de l'immunité. On trouvera dans ces molécules dans le groupe des cytokines, notamment les interleukines, qui ont un pouvoir d'attraction au niveau de la plaie. Bim bim comme en cours. D'autre part, il ne faut pas oublier que si les cellules arrivent sur le champ de bataille, à savoir dans les tissus infectés par la bactérie, il faut que ces globules soient sortis du sang par le mécanisme de la diapédèse, à savoir la sortie des globules blancs du sang dans les tissus. Ce que les globules rouges ne feront évidemment pas, sinon ce serait une hémorragie. L'exercice 2, page 390 à présent. Donc, les défenses immunitaires du nouveau-né. Montrer que le nouveau-né ne possède pas les défenses immunitaires innées fonctionnelles. Euh, donc en l'occurrence, on constate, oui, j'ai dû me tromper, montrer que le nouveau-né possède des défenses immunitaires innées fonctionnelles. Voilà. Donc si on compare le nombre de granulocytes entre un nouveau-né et un adulte, on constate qu'il a beaucoup plus de granulocytes à 3 jours qu'un adulte, 4700 au lieu de 3200. Donc, on rappelle que les granulocytes, c'est les cellules responsables de la phagocytose, qui est une réaction immunitaire innée. Ensuite, nombre moyen de monocytes. Alors les monocytes, il y en a 2 fois plus que les adultes, en rappelant que les monocytes sont les cellules mères, donc les monocytes dans le sang, traversent le sang pour se différencier en macrophages, donc en phagocytes, mais aussi en cellules dendritiques, donc, qui sont les cellules sentinelles, qualifiées de sentinelles, les macrophages et les cellules dendritiques. Donc il a 2 fois plus de cellules sentinelles qu'un adulte. On constate également que la capacité d'activation de ces cellules sentinelles est plus importante que chez l'adulte. Mais dans tous les cas, le fait de constater qu'il a beaucoup plus de cellules de l'immunité innée montre que c'est sa seule immunité. Donc le gag, c'est qu'un nouveau-né, il a la même immunité qu'un escargot. Enfin, dernière question, expliquer le rôle respectif des cellules sentinelles et des granulocytes. Alors, les cellules sentinelles, cellules dendritiques et macrophages, leur rôle, c'est de repérer les pathogènes pour activer le système immunitaire, alors que les granulocytes ont pour fonction de réaliser la phagocytose, donc la destruction du pathogène. Maintenant, correction de l'exercice 3, page 391. La première question expliquait comment les cellules sentinelles détectent un signal de danger. Donc rappelez-vous, c'est le fait qu'elles expriment en leur surface des récepteurs non spécifiques qu'on appelle les PRR, qui permettent de reconnaître plein de pathogènes différents. Donc en l'occurrence des bactéries, des virus, des cellules infectées, etc., etc. Oui, en fait, pas les cellules infectées, hein, si je réfléchis bien, excusez-moi, c'est directement un pathogène. Pas une cellule infectée, mais directement, ça peut être aussi un champignon, etc. Tout élément étranger qui peut entraîner une maladie. Concernant la question 2, donc les effets des interleukines, on constate que, pardon, problème de micro, ces interleukines entraînent une augmentation de la perméabilité vasculaire, autrement dit la possibilité pour les globules blancs de sortir des vaisseaux grâce à la diapédèse, ce qu'on a déjà évoqué. Et l'autre effet des interleukines, c'est qu'elles augmentent le nombre de neutrophiles. Bon, neutrophile, c'est pas vraiment un terme à connaître, hein, c'est un granulocyte polynucléaire, autrement dit un globule blanc capable de phagocytose, donc qui arrive de façon plus importante au niveau des tissus agressés. Donc globalement, si on résume le rôle des cellules sentinelles, hein, il faudrait avoir votre bilan de la réaction immunitaire innée sous le nez. Hein. Donc les cellules sentinelles, c'est les premières qui entrent en contact avec les pathogènes. Donc c'est les mastocytes, on est d'accord. Donc ils les reconnaissent et qui vont produire des messagers chimiques seulement. Et puis les phagocytes, alors les granulocytes macrophages,
et puis les cellules dendritiques. Donc qui elles aussi vont libérer des médiateurs de l'inflammation, des messagers chimiques. Ces messagers chimiques auront donc plein de rôles, on l'a vu. Donc augmenter la dilatation, la perméabilité des vaisseaux pour entraîner la sortie du plasma, donc le dégonflement, et ce qui va favoriser la diapédèse, la sortie des globules blancs du sang dans les tissus, mais également entraîner par chimiotactisme, c'est-à-dire par attraction chimique, une arrivée importante de tous les globules blancs au niveau de la plaie. Enfin, l'exercice 5, page 392. Donc, mode d'action d'un traitement contre le cancer. Alors ça sera revu dans un chapitre, une partie particulière sur l'utilisation de l'immunité contre les cancers. Mais nous avons plusieurs documents qui vont nous permettre d'y répondre. Alors, en théorie, c'est un exercice qui ne possède pas le guide de résolution, donc un exercice type BAC. On vous demande simplement d'expliquer comment l'injection de molécules bactériennes peut aider l'organisme à lutter contre le développement d'une tumeur. Donc déjà, il faut comprendre que la molécule injectée, c'est la molécule qui s'appelle LIP-A et qui est une molécule appartenant à une bactérie. Et donc, si on injecte cette molécule à la personne atteinte du cancer, le système immunitaire va y répondre par tout d'abord la réaction immunitaire innée, c'est-à-dire que la LIP-A va être reconnue comme un antigène et va alerter toutes les cellules sentinelles et provoquer la production massive de médiateurs de l'inflammation et entre autres d'interleukines. C'est ce qu'on voit au niveau du document A. On voit qu'avec la LIP-A, on passe de 10 à 80 en unité arbitraire en ce qui concerne les interleukines. On observe également une augmentation massive des neutrophiles. Alors ils disent tout le temps neutrophiles, mais souvenez-vous que c'est polynucléaire ou granulocytes, c'est-à-dire des cellules capables de phagocytose. Donc un recrutement important de cellules de l'immunité innée. Concernant l'évolution de la tumeur, donc on voit qu'en présence de LIP-A, l'évolution de la tumeur est ralentie en jours. Il faudrait donner des chiffres, puisqu'on passe de 0 à 250, on va dire, en millimètres cubes en présence de LIP-A, alors qu'en 27 jours, sans LIP-A, on passe de 0 à 2600 environ millimètres cubes. Alors le dernier document, je trouve pas complètement évident, mais on a cellules de tumeur chez un témoin et chez la souris. Il faut préciser que pour le moment c'est expérimental puisque c'est chez une souris où on a avec injection de LIP-A. On peut globalement dire qu'il y a plus de granulocytes au niveau de chez la souris qui a eu une injection de LIP-A au niveau de la tumeur. Et si on superpose les deux, a priori, on constate qu'il y a moins de rouge ici. Donc les granulocytes sont en train de phagocyter et de détruire les cellules cancéreuses. Donc en bilan, il faudrait dire que c'est un espoir, puisque si on injecte une molécule provenant d'une bactérie, elle va activer l'ensemble de la réaction immunitaire innée, production d'interleukines, attraction des globules blancs au niveau de la tumeur, et donc réduction de sa croissance. C'est un des espoirs de l'immunité pour lutter contre le cancer, mais qu'on reverra plus tard en détail. Merci.